d'alcool. Horrible, reconnaissable entre tous, Jean Poiret, pas du tout dans l'actualité. Non. D'où le plaisir, enfin, entre deux actualités, celle déjà inoubliable de l'inspecteur Lavardin, dont tout indique, à commencer par les chiffres, que ça marche très très bien. On devrait aller, mettons dit, vers 300 000 entrées sur Paris. Alors, ça ne peut peut-être rien dire pour l'auditeur, mais c'est pas mal aujourd'hui, un film français qui fait 300 000 entrées. Je suis content de l'apprendre. C'est pour ça que j'aime le recul, parce que Marine Karmitz, qui est le producteur et qui est au demeurant l'homme le plus adorable du monde, et tout son petit personnel, Eva Simonet, j'ai dit que je citerai des noms, je citerai des noms. Je viens ici, je donnerai des noms, je donne des noms, comme en 42. Eh bien, Eva Simonet elle-même ne m'a pas fait part, on vous prévient pas, on vous dit pas au départ, ça a bien marché, le premier jour a été épatant. Alors je suis content d'avoir pris le recul. Donc moi j'ai la joie de vous dire, le film marche. Ah bon, ça va. On a oublié de vous le dire, mais ça nous a fait très plaisir, parce que le film, on l'aime, et on l'a dit, oui. Et on l'a écrit. Et il y a donc un effet Lavardin. Il faut vraiment se faire à cette idée. Il y a désormais, autour de Jean Poiret, un effet Lavardin qui, m'avez-vous dit, a déjà des effets dans le réel. Vous savez, je m'efforce toujours, comme je ne suis pas un homme d'argent, comme je ne suis pas véritablement un artiste, je m'efforce toujours de trouver des prestations au cinéma ou à la télévision qui me permettent de me mettre bien avec les pouvoirs publics, la police par exemple, n'est-ce pas, il est très utile, Lavardin. J'ai l'impression de faire partie un peu de la maison. D'ailleurs, les personnes qui sont là, les inspecteurs qui sont parfois accompagnant certaines personnalités dans des galas, dans des fêtes, dans des réunions, me disent laissez-le passer, c'est un monsieur de la maison. Ce qui fait qu'on ne sait plus maintenant si je suis acteur ou inspecteur de police. Et alors j'attends, mon but, je ne vous le cacherai pas, mon but est de créer la confusion au point que bientôt on fasse valoir mes droits à la retraite en tant qu'inspecteur de police. Mais en même temps, c'est compliqué parce que... Et il paraît que les points de retraite sont beaucoup plus importants qu'à la Canras ou que les caisses de retraite de nos professions. Parce que Lavardin, c'est un flic qui a été conçu dans un régime politique de gauche. Oui. Maintenant, on est plutôt à droite. Et il a quelque chose de sans foi ni loi, de totalement personnel, de totalement sauvage, qui a quelque chose à voir avec l'époque. Hein. Il suffit de voir les dernières déclarations et les dernières mesures. Donc oui, Lavardin est un flic moderne. Il est vraiment de la France de 86, de la France qui appelle un chat, qui est dur, qui sait ce qu'elle pense, qui... Enfin, c'est pas un sentimental. Je pense que c'est le but de Chabrol d'ailleurs, c'est d'être de tous les régimes et toutes les époques. Je ne dis pas qu'il n'ait pas ses idées bien personnelles. On les connaît et on les aime comme on l'aime lui. Mais je pense qu'effectivement, il a anticipé un petit peu. Ouais. Et alors moi, je me retrouve volontiers dans ce personnage parce que je n'ai pas la tripe du comédien. J'aime pas beaucoup mettre mes organes sur la table en me déchirant la poitrine. Alors c'est un personnage qui est peut-être un peu dur, mais qui, plus que de la dureté, je vois de la pudeur dans son comportement. En tout cas, une espèce de distanciation, comme disait Bébé. Bébé, oui. Comme disait Bébé qui défendait pas les animaux, mais les Allemands de l'Est. Hein? Alors voilà, c'est ça qui me plaît. Mais ça a quand même été une surprise, ce succès ou pas? Le premier a été une surprise. Enfin, je pensais que c'était un bon film. Le succès sur le personnage, oui, je pouvais pas dire. Je crois que c'était un bon film d'ensemble, d'équipe, comme là, c'est un bon film d'ensemble, d'équipe. Mais effectivement, je pense que c'est un bon succès. Je pense qu'on parle d'effet Lavardin, mais je crois qu'il faut pas le renouveler. Je crois qu'il faut arrêter l'effet Lavardin parce que ça va devenir très vite des tics Lavardin. Hein, moi, je suis pas pour les séries, je suis pas pour tirer sur les séries. Je dis ça parce que je pense que c'est aussi l'avis et du producteur et de Claude. Alors peut-être que dans 2-3 ans, mais dans la foulée, je pense pas. Je crois que c'est l'intérêt de personne. Et en même temps, dans le cinéma français, c'est un peu ce qui manque le plus. C'est que quand il y a quelque chose qui réussit et qui appelle une suite ou qui appelle des prolongations, comme tout le monde vit dans la hantise hystérique du prototype, du film unique qui n'a lieu qu'une fois, etc.,
on se refuse des fois le plaisir que le cinéma avait avant et donnait, d'attendre tranquillement que les gens s'en lassent. Alors aujourd'hui, on veut anticiper sur cette lassitude. On est fatigué à l'avance à l'idée que les gens seraient fatigués au bout du compte. Et il y a quelque chose qui manque dans le cinéma français, et qui en plus qui appartient aux bons films moyens, commerciaux moyens français, pas aux grandes œuvres folles. Et on se dit que Chabrol, qui aime bien revenir sur les mêmes thèmes, sur les mêmes personnages, qui a fait ça depuis 20 ans, même lui, il a un peu peur de faire trop de lavardin parce que ce serait aller au-devant d'une déception. Et en même temps, moi je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui manque dans le cinéma français ou dans la télévision française, oui, mais moi, qui est la familiarité qu'on garde avec quelqu'un tant qu'on l'aime. Oui. Là on dirait on peut aimer quelqu'un un film et après, ah non, il faut que je me renouvelle. Alors on entend tout le temps ça avec les acteurs, c'est insupportable. Les comiques disent je veux jouer les grands tragiques. Ah non, objection, votre honneur. Hein. Bon. Vous, on s'est déjà parlé. Vous reconnaîtrez que je n'ai jamais. Non, pas vous. Je n'ai pas encore eu ce défaut. Je n'ai pas encore eu ce penchant. C'est pas un défaut d'ailleurs. Hein. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais je crois qu'il y a quand même un phénomène dans la suite, dans les séries. Je crois qu'il y a un phénomène que la télévision a coupé un peu, hein, à ras de terre, parce que très vite, d'aussi belle qualité que soient les films que peut faire Claude, il y a le phénomène série. Et c'est ça dans l'esprit des gens. La série, aussi bonne soit-elle, la série, pour elle, devient de la télévision. C'est ça, oui. Un phénomène qui est quand même relativement récent. Je veux dire, on pouvait peut-être se permettre de faire 15 Marquises des Anges, et maintenant c'est plus difficile. Non, c'est sûr, c'est que c'est la télé qui a hérité de l'esprit de série qui avant appartenait au cinéma, et maintenant oui, c'est ça. Peut pas Alors, j'ai l'impression que la série minimise maintenant une œuvre. Seulement, il y a tellement de façons de contourner le problème. On peut très bien mettre cet inspecteur, ne plus en faire le pivot, mais en faire prochainement un suspect, en faire. Je crois que c'est ça. Je crois que ce qu'il faut pas faire, c'est une autre intrigue, une autre enquête, voilà. Ça, oui. Voilà. Il faudrait qu'il passe dans les films de Chabrol en tant que Lavardin. Mais je le connais tellement retors, tellement malin, ce cher Claude, qu'il va tout à fait trouver la solution. Mais je pense pas que ce soit le prochain. D'ailleurs, nous avons une envie qui va se réaliser, je pense, puisque Marine Karmitz est d'accord pour le produire, c'est de raconter l'histoire d'une tournée qui joue le capitaine Fracasse, voilà, que nous écririons conjointement avec Claude, dans lequel je jouerai peut-être dans cette histoire, mais enfin ça c'est pas sûr, c'est au niveau de l'écriture. Alors il n'a jamais abordé le thème des comédiens, Claude. Il n'a jamais abordé cet univers qui va le faire ronronner. Hein. Oui, c'est bizarre d'ailleurs, il ne s'intéresse pas beaucoup au théâtre. Non. Il s'intéresse aux comédiens. Si, il s'intéresse beaucoup au théâtre. Au fait de jouer. Il s'intéresse beaucoup au théâtre. Oui. Il va au théâtre. Il va au théâtre. Il sort, il voit les choses. Oui. C'est un... dans ses choix, vous savez, ses choix sont souvent des comédiens de théâtre qu'il a vu jouer au théâtre. En tout cas, il fait partie de ces metteurs en scène, de ces hommes de cinéma qui ne vous disent pas j'aimerais bien travailler avec vous. Vous m'excuserez, je vous ai jamais vu. Je sais pas du tout ce que vous faites. Je sors pas, vous savez, moi quand j'ai fait du cinéma, je attendez ce discours-là tout le temps. Je sors pas, on est fatigué, on est au studio, j'ai pas la possibilité d'aller au théâtre. Je dois dire que la télévision m'emmerde, ce qui fait que je ne vous vois pas. Mais on m'a parlé de vous, on m'a dit que vous feriez peut-être l'affaire. Alors ça, c'est le contraire de Chabrol. Mais par exemple, quand il vous a pris pour Poulet au vinaigre, c'était une vieille amitié ou l'envie de faire quelque chose ensemble, ou il y avait quelque chose qui l'avait frappé dans, je sais pas, le dernier métro ou des choses que vous avez fait au cinéma. Mais c'est bizarre parce que ces deux personnes, Truffaut et lui, dont les propositions m'ont tellement fait plaisir, ont eu vis-à-vis de moi une sorte de démarche commune, c'est-à-dire que François Truffaut, ayant vu un des premiers films que nous ayons tourné avec Serrault, le film de Guitry, Assassin et voleur, m'avait fait une critique d'acteur formidable, avec disant son envie que nous travaillions ensemble. Mais il y a très longtemps. Il y avait 30 ans. Et Claude Chabrol, la première manifestation d'amitié que j'ai eue de lui,
c'est quand j'ai fait jouer une pièce qui s'appelait Douce amère, qui n'était pas un vaudeville, qui était loin de la Cage aux folles et joyeuse Pâques, et qui avait marché un petit peu à cloche-pied parce qu'on attendait autre chose de moi. On attendait des sketchs. Et c'est lui qui m'a écrit une lettre qui m'a soutenu pendant un long moment. Et il y a aussi 25 ans. Ce qui est drôle, c'est que vous parlez de Guitry. Et Guitry était un des cinéastes que la Nouvelle Vague défendait becs et ongles à peu près seul à Paris. Ah oui, oui, oui. Donc vous avez commencé plutôt du côté de Guitry. Puis après, Oui. il y a une longue parenthèse où vous n'apparaissez pas dans les films des gens de la Nouvelle Vague. Et tout d'un coup, c'est les Guitryens de la première époque qui vont chercher quelqu'un dont ils se souviennent à cause d'Assassin et voleur. Il y a une sorte de logique là-dedans. La démarche de Claude, je peux l'expliquer parce que comme c'est un viveur, il s'est dit, ce petit-là, il lui faut encore 20-22 ans de bouteille. On l'ouvrira en 84. Hein, c'est la démarche. Ça devait être un petit cru bourgeois à l'époque. Il faut attendre que ça se décante un peu. Ah, ça vient. C'est son flair. Ah, je vous signale, c'est une avant-première, je vous signale que nous allons, lui en tant que président et moi en tant que membre, inaugurer l'Académie des arts et du vin. Ah bah il était temps. Hein? Voilà. Et je ne sais pas si on pourra avoir Poirot Delpech parce qu'il est occupé ailleurs. On trouvera le vin un peu vert, je crois. Peut-être, oui. Alors il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous dites et qui m'amène à ce qui, moi, m'intrigue. C'est ce que Truffaut avait écrit sur Assassin et voleur, sur vous. C'est quoi un texte écrit par un critique, à l'époque un jeune critique, dans lequel l'acteur, non seulement, bon, il est content parce qu'on dit qu'il est bon, mais ça l'aide et ça le touche. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce papier? Qu'est-ce qu'il disait? Retrouver exactement ce qu'il disait, je sais que c'était un papier qui, à l'aube d'une carrière, c'est même pas de la satisfaction, ce sont des choses. Un bon papier, bon, la démarche n'est pas la même. Enfin, quand on avance dans cette carrière, ça n'est plus tout à fait la même. Et puis le rôle des critiques n'est plus le même. Enfin, on parlera de la critique en général. Mais au départ, c'est un ballon d'oxygène pour un temps indéterminé, c'est-à-dire pour un temps, pour le temps qui ira jusqu'à la critique qui va vous foutre en l'air, la critique suivante qui va vous foutre en l'air. Enfin, à l'époque, quand on débute, c'est en ça que c'est important. Ça fait partie de ce besoin de confiance absolument vital dans ce métier. On va pas à contre-courant. Je veux dire, il faut avoir une force de caractère phénoménal. Alors on peut se permettre d'aller à contre-courant quand on est auteur, quand on fait du cinéma d'auteur en tant que réalisateur, quand on écrit, quand on peint. On peut se permettre de mettre de côté certaines critiques défavorables parce qu'on a un univers en soi, mais un acteur, qu'est-ce que ça veut dire? Compter sur son talent, être sûr de son talent, être sûr de sa façon de dire juste, de sa conviction, de sa parfaite compréhension d'un rôle, c'est très fluide, c'est très loin. Donc, comme c'est totalement abstrait, on a besoin de cette autre abstraction qu'est le jugement, et le jugement favorable. Par la suite, effectivement, la critique a moins de sens. Et puis, elle a évolué quand même depuis 30 ans. Et il faut être de bonne foi et considérer que parfois la critique se fait, je ne dis pas spécialement au cinéma d'ailleurs, mais la critique se fait maintenant, tire par-dessus les acteurs, les réalisateurs, règle ses comptes parfois, au-dessus, au-dessus d'une œuvre, au-dessus d'un sujet, et à travers la personnalité des gens qui en sont les artisans. Alors c'est un petit peu différent maintenant. On va revenir sur ce point absolument délicat, dès qu'on aura écouté un peu de tango. Ah oui. Tiré de l'exil de Gardel. Oh, ça détend bien. Je vous invite, vous, tout de suite, maintenant. Écoutez, j'enlève ma veste et on y va.
J'aime bien la musique, oui, oui. Oui, oui. Vous n'allez pas me dire quels sont vos 3 musiciens préférés. Non, mais par exemple... Parce que ça, je casse un micro, je gifle tout le monde et je sors. Dans les films, c'est important pour vous la musique qu'on met après? Par exemple, qu'il y a sur votre image, tout ça? Bien sûr, c'est très important. C'est très important. Enfin, sur mon image, non, parce que j'ai interdit qu'on dépose de la musique sur mon image, comme un autre Kidam avait interdit qu'on dépose de la musique le long de ses vers. Je trouve mon physique suffisamment musical, suffisamment plein, suffisamment complet pour se passer de musique. La théorie d'ailleurs sur Lavardin, c'était que votre œil, à lui tout seul, était un orchestre symphonique. Mais absolument. Il avait une manière de passer la scène au rayon laser. Absolument. C'était une baguette. Remarquez quand on s'approche sur mon œil bleu, je précise bien bleu droit, comme ça devient subitement debussiste. Hein? Comme on pense à la mer. Oui, c'est un peu prélude, oui. Oui. On fait un enchaînement disque là maintenant? Non, c'est trop. Non, on va revenir à la question grave qu'on avait commencé à aborder, qui était les comédiens confrontés au fait qu'on écrit sur eux. Alors on écrit différentes choses sur eux. Il y a toute une littérature, disons, qui va du ragot à la légende, plutôt quand ils sont morts et quand ils ont quelque chose de dramatique. Donc c'est plutôt pour les stars. Il y a des gens qui font ça, qui sont payés ou qui se payent pour faire ça. C'est une vieille tradition. Elle a plutôt d'ailleurs annexé des auteurs de films plutôt qu'à la renoncer aux acteurs. C'est-à-dire que maintenant, il y a comme ça des journaux qui à la fois traitent indifféremment Fellini et Catherine Deneuve. Donc ça veut dire que tout le monde à un moment, y compris les auteurs, doivent répondre de leur apparence physique, de leur corps, de leur look. Oui. Ça, c'est l'évolution générale du cinéma. Et puis il y a quand même quelque chose de très mystérieux qui est le métier du comédien. Je vais être tout à fait déplaisant, mais ça me concerne aussi. Après tout, je tape sur moi en même temps que sur mes camarades. Et je vois pas comment on peut faire 200 pages avec un acteur ou une actrice, aussi sublime soit-il ou soit-elle. Mais enfin... Alors ça, c'est pour les livres, disons, post-mortem, ou les livres d'enquête sur comment était-il au fond, quelle âme d'enfant vibrait derrière cette grande carapace sous le sunlight. Bon, ça on connaît, c'est un genre littéraire. J'ai essayé dans les quelques mois ou années qui me restent de ma carrière d'accumuler les anecdotes, parce que c'est quand même ce qui nourrit le... il faudrait les laisser dans un coffre. Oui, je prie. Oui. Ceci ne sera ouvert. Oui, je vais laisser dans un coffre. Qu'en cas de livre, 300 pages, pas moins. Absolument. Et puis il y a quelque chose donc qui est laissé sur le carreau, qui est est-ce qu'un comédien est bon, mauvais, est-ce qu'il s'améliore, est-ce qu'il change, est-ce qu'on peut suivre? Alors on peut suivre un auteur parce qu'il est un peu le maître d'œuvre de tout et qu'il s'investit un peu partout dans le film. Un comédien ne donne que son corps et que ce qu'il sait faire, que son apparence. Et c'est très très rare, et alors là c'est également une auto-accusation, une auto-flagellation dans Libération. On a beaucoup de mal, par exemple. Érotique. Ah oui, non, mais après le tango, on n'a plus aucune limite. C'est très très difficile de dire, bon, on va essayer de faire un article sur le travail de tel ou tel acteur. Et alors, supposons qu'on sache le faire, ce qui n'est même pas sûr, on ne sait pas du tout si ça pourrait servir à l'acteur en question, ou si on ferait du bien à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a forcément à un moment un domaine de vague où simplement il y a de l'affect, il y a de l'amour. On dit Poiret est génial. Bon. Ah, on est content parce que dans Lavardin, c'est vrai. Bah oui, puis ça fait plaisir chez moi. Et puis après, si on essaie de dire, bon, pourquoi il joue différemment d'un autre, à quel moment il fait quelque chose que lui seul peut faire, que le metteur en scène voit ou ne voit pas, utilise ou n'utilise pas, déjà c'est très difficile à faire, ça ne s'écrit jamais, à ma connaissance, et très souvent les comédiens disent, non, parlez de nous, parlez de ce qu'on fait, on ne veut pas de flatterie, on ne veut pas que vous disiez du bien de nous, oui, on n'est pas des monstres de narcissisme, parler de notre travail. Et en fait, personne ne le fait et personne ne se plaint que personne ne le fasse. Et c'est une question de plus en plus angoissante, parce que... Qu'est-ce qui est angoissant? Cette question-là, pour un journaliste... Dites-moi vos angoisses. Mais là, je vous le dis, pour un journaliste, c'est angoissant qu'il a beaucoup de mal à faire quelque chose dont il n'est pas sûr, un, qu'il pourrait le faire, et deux, que bien que tout le monde le réclame, les gens pourraient s'en servir, qui est la critique de l'acteur. Est-ce que ça a un sens de critiquer un acteur au cinéma? Ça n'a pas... je veux dire, dans la mesure où la critique doit être enrichissante, ça ne peut porter que sur des choses très extérieures. Ça ne peut porter, pour que ce soit valable, que pourquoi est-ce que monsieur un tel ou madame une telle, qui jouait d'une façon si retenue, si contenue, avec tant de densité, subitement...
deviennent-ils ou devient-elle extérieure? C'est ça qui est important. C'est du jeu. Moi, je crois que ce sont des choses qu'on n'analyse pas. Je crois que ce sont des choses qu'on n'analyse pas et qu'il n'est pas utile d'analyser. Il y a toujours dans ce métier un côté laboratoire qui m'ennuie. Ça n'est pas de l'immodestie, ça n'est pas... Moi, j'ai horreur de deux choses. J'ai horreur de ce comédien, c'est Rodin, hein, et j'ai horreur de... Sur la plaine, les baladins s'en vont. Bon, ni les baladins, on fait un métier qui est un métier brillant. Qu'on joue Tchekhov ou qu'on joue Molière, c'est un métier brillant. Les gens doivent être brillants. La concentration, le côté, je suis à l'usine et je fais mon boulot. Côté acteur studio. D'acteur, je vous le dirai avec tout le respect que je vous dois, me fait chier. C'est vraiment. Parce que c'est un jeu, et puis qu'il ne faut pas perdre de vue le jeu, parce qu'un acteur doit s'amuser. Notre métier est un métier d'égoïste. Alors, de deux choses l'une, ou on continue à s'amuser et on s'amuse avec les risques que ça peut susciter, c'est-à-dire parfois on joue bien, on est dans un jeu pile, qui tombe pile, on renvoie bien la balle, on renvoie bien la carte, et puis parfois on déphase, on est un peu moins bien, on est un peu mieux. Ce qu'on ne peut pas chercher, ce qu'il ne faut pas chercher, c'est d'essayer de retrouver ce jeu, ce clin d'œil, ce souffle, cette respiration qui a fait dire de vous « Ah, ce qui joue bien » dans des œuvres précédentes. Donc, je pense que la critique est valable très en surface. N'allez pas trop dans ce sens-là. Vous pouvez vous permettre de... Ou bien vous êtes tout à fait à côté de la plaque, ou bien alors... Était-il bon pour vous d'accepter ce rôle de chérubin moderne alors que vous avez 55 ans? C'est ça, alors je vois, ça c'est net. Oui, parce qu'on peut très bien dire que l'acteur au cinéma, je dis bien au cinéma, est forcément intéressant par définition, mais qu'il y a des cinéastes qui ne voient pas ce qu'ils ont en face d'eux, ou qui utilisent mal, ou qui donnent pas le bon rôle, ou et on ne peut plus en vouloir à l'acteur. Là, on a tendance maintenant à tout mettre sur le dos du metteur en scène en disant « X est très mal utilisé ». Mais ça peut aussi jouer pour un acteur qui n'est pas très bon ou dont on sent qu'il a des limites. Mais on se dit « Mais dans tel rôle, avec tel type de mise en scène, il peut devenir extrêmement intéressant ». C'est-à-dire que c'est le moment où l'acteur de cinéma n'est pas l'acteur de théâtre ou de cabaret. Ça veut dire qu'il y a une partie qui lui échappe totalement. Ben, c'est ça. Y compris qu'il peut être bon sur ses propres limites. Mais c'est le danger, mais c'est le grand danger du cinéma à l'heure actuelle. Là, c'est à ça que je voulais en venir. Je me mets entre parenthèses parce que effectivement, vous avez un cinéma d'auteur qui peut présenter des gens fulgurants. Vous savez, on en revient au néoréalisme, aux voleurs de bicyclettes. Et souvent des acteurs, qui ne sont pas comme c'était le cas, un chômeur qu'on a fait jouer merveilleusement, avec une vérité extraordinaire, et qui s'est révélé être un grand acteur, mais un grand acteur ponctuel, sur un sujet ponctuel. Et il est bien certain que maintenant, il y a une espèce de magouille, de contre-emploi, je vous prends là-dedans, on vous a pas exploité là-dedans, ça serait marrant, c'est plus franc. Ça n'est plus franc, ce jeu. Voilà, oui. Parce que dans les cinémas d'auteur, on me dit, il y a pas beaucoup de rôles finalement. Quand on voit les films qu'on aurait envie de jouer, on me dit parfois, il n'y a pas une chose qui vous aurait tenté, vous n'auriez pas été tenté de jouer ça ou ça. Alors on en revient au cinéma typiquement d'acteurs des années 30, qu'ils soient français ou étrangers. Mais beaucoup de films qui sont devenus des films d'auteur, là je peux pas citer de nom, il y a des films qui sont de grands succès, mais dans lesquels on n'aurait pas eu envie d'être, parce qu'on se sent tout à fait sous la coupe d'un metteur en scène. Alors être cassé, vouloir jouer la difficulté, dire il est formidable dans cette unijambiste borgne qui a perdu son garçon dans un accident d'avion. Moi, je m'en fous, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser, j'ai plus envie de contraintes. C'est un point de vue personnel. Moi,
c'est difficile parce qu'on a toujours l'impression d'être arrivé à quelque chose quand on dit j'étais. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas du tout. Je suis beaucoup plus modeste et beaucoup plus en retrait qu'on le pense. Mais mon problème, ça a été quand j'étais un jeune acteur, de trouver de la liberté. Non pas de trouver une personnalité, de trouver de la liberté. Et c'est là que je dis un grand merci au cabaret. Je dis pas un grand merci au cabaret, c'est parce que j'y suis allé et que la chimie s'est faite comme ça. Parce que, en fait, la vérité, le talent, c'est de trouver la liberté. Et vous pouvez être contraint, c'est pour ça que dans certains rôles et dans un certain domaine comique, les gens qui ne sont que de bons acteurs, même que de grands acteurs, subitement se plantent dès qu'il y a une plus grande liberté ou de la folie à donner. C'est pour ça qu'on voit que l'école, je vais parler d'un cas que je connais bien, qui est le cas de Michel Serrault. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il peut se permettre des folies dans n'importe quel répertoire maintenant? C'est parce qu'il a trouvé sa liberté. Et ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, le temps de prendre conscience de sa liberté. On peut aussi très bien penser qu'on n'est jamais libre, mais il y a un moment où je dis pas que le public n'importe plus, mais qu'on est au-dessus de lui, qu'on peut le dominer parce que de toute façon, on prend plaisir à ce qu'on fait, donc on a raison. Bien sûr. Et si on prend le cinéma français, on voit, pour schématiser, qu'il y a eu une période qui est l'entre-deux-guerres, où il y a eu un fantastique cinéma d'acteurs. Quand on voit ces vieux films, c'est très rarement des films intéressants du point de vue de leur auteur, mais il y a des prestations d'acteurs inoubliables. Et puis, il y a graduellement, après les années 60, plutôt un cinéma d'auteur. Même s'il est en crise, c'est quand même lui qui a le plus de prestige, et même d'ailleurs qui finit par faire appel à vous, puisque les choses se bouclent. Et des fois, vous ne vous dites pas que dans les années 30, donc appartenant à une autre génération, vous auriez fait une carrière au cinéma comme d'innombrables acteurs qu'on a vus des centaines de fois et dont on se rappelle encore des noms, même des fois des seconds rôles, alors qu'ils n'ont jamais eu de grands rôles, alors que demain on va peut-être oublier les stars préfabriquées d'aujourd'hui. Il faut bien dire aussi qu'à part quelques noms comme Rému ou de grands noms comme Rému ou Michel Simon, ceux qu'on retient sont presque plus les seconds rôles de l'époque. Tout le monde connaît Carrette, même encore aujourd'hui, qui, à ma connaissance, n'a jamais eu le rôle principal d'un film. Alors que je pense qu'on se souvient plus de qui était Pierre-Richard Wilm, qui a fait rêver nos mères. Oui, nos mères s'en souviennent encore, mais uniquement elles. Effectivement, mais c'était une image de beau, jeune premier, si on aime ce genre, qu'il n'y a plus maintenant. Je veux dire, on n'exploite plus tellement ça. Je pense qu'effectivement, nous aurions pu faire une carrière. Oui, il y a toute une liste de gens. Francis Blanche, Darry Cole. Voilà, on pense à eux. En pensant à tous les films on pense qu'ils auraient été plus libres encore. Que nous avons pu faire, mais je pense que il y aura l'éternel retour de cette époque. Il n'y a pas de raison pour que ne revienne pas dans 20 ans La Tête du Client ou des films de Raoul André qui étaient des films comme ça, agréables, avec une distribution de gens qui s'amusaient, autant que des films de Berthomieux avant la guerre, ou de toutes les séries du Roi, des Vignes du Seigneur, ou de la Biver filmée. Vous croyez-vous que c'est possible au cinéma? Je pense que c'est possible au cinéma, parce que c'est d'autant plus possible qu'on a pris un pli qui n'est pas prêt de se défaire. On a pris le pli de trouver un style à ce qui n'en avait pas. Ah oui, ça c'est toutes les choses qui vieillissent. Oui, le charme étrange. Mais c'est très significatif au cinéma. J'ai l'impression que c'est quand même plus. Je sais bien qu'on retrouve les pompiers maintenant. Les pompiers en peinture sont devenus mais je crois que le cinéma, même dans ses œuvres les plus minimes, présentera des surprises.
Ah oui, mais ça c'est déjà le cas, puisque après avoir redécouvert la série B américaine, aujourd'hui les gens seraient tout à fait prêts à découvrir le cinéma d'aventure B italien, Oui, oui. et évidemment les films français de l'entre-deux-guerres, Oui, oui. sauf qu'ils les redécouvriraient à partir plutôt des comédiens. C'est ça la différence. Mais peut-être qu'ils leur découvrent, alors c'est peut-être spécifique du cinéma, peut-être qu'ils redécouvrent en donnant un style à des œuvres qui n'en ont pas eu et qui n'ont jamais prétendu en avoir, en donnant, c'est peut-être au détriment, c'est pour taper sur la gueule d'un film actuel qui sort et qui dit quand on repense, on s'aperçoit que Monsieur Machin, dans ses guignolades, était le précurseur de ça et que finalement ça valait mieux que... Parce que c'est toujours par rapport à... Ben ça c'est un petit peu le drame du cinéma populaire, ça veut dire qu'au moment où il est vivant, il a rarement la critique avec lui. Quand il est mort, c'est-à-dire quand on ne peut plus le refaire, quand il n'y a plus les ingrédients de la recette et que les gens qu'il visait eux-mêmes sont morts et que d'autres qui ne sont pas les gens qui étaient visés par le film le voient, il y a quelque chose de très très touchant là-dedans qui fait que tout d'un coup on est, pour parler comme bébé, pas celui des bêtes, l'autre, on est distancié par la force des choses et tout d'un coup on voit l'énergie, le plaisir, le travail et c'est l'étrange décalage entre la critique, qui est toujours faite par des intellectuels, et puis les formes spontanées, les formes populaires d'art. Et des fois, on se dit, si on était intelligent, on anticiperait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarderait les films qui sont supposés bas de gamme, déjà avec le regard de 1999. Ah, oui. Et peut-être qu'on verrait que Belmondo, dans tel film récent, qui est pourtant pas très bien, du fait qu'il se donne tellement de mal quand même, ce mal peut-être va devenir touchant d'ici 20 ans. Et peut-être qu'en étant très pervers, on peut déjà le voir comme ça dès aujourd'hui. Moi, ça absolument, absolument. Et puis je crois que, mais ça c'est valable pour tous les arts, je crois que nous sommes à une époque où nous essuyons, nous épongeons les fautes de nos parents et à la limite de nos grands-parents qui ont laissé passer des chefs-d'œuvre en peinture, en littérature et au cinéma. Alors il y a un petit peu cette tendance-là, enfin c'est presque une question, d'ailleurs un petit peu justement cette tendance à anticiper. Il faut rien laisser passer. C'est d'ailleurs ça, c'est aussi le problème de la critique, parce que la critique aujourd'hui s'en voudrait d'être méprisante a priori sur un produit qui n'est pas prestigieux. C'est nouveau, hein. C'est très nouveau. C'est relativement nouveau. Mais alors ça a aussi des mauvais résultats, parce que, les gens ne disent plus ce qu'ils pensent. Deux, il y a quand même des mauvais films qui sont toujours mauvais. Et qu'ils restent et trois, ça ne permet pas de faire apparaître ce qui, dans le moment présent, apparaît comme quelque chose de formidable. Et le respect a priori devient aussi mauvais pour la critique que quelqu'un qui ne se pose pas de questions sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, c'est un coup assez vache tout ça. Et oui. Ceci d'ailleurs introduit, il y a une chanson gag. Ah. Vous êtes partie prenante. Je me doutais bien. Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête, et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot au feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que Fontanet nous assure que la viande de la vache ne monte pas.
une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement, une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant, c'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient à Arpajon par un calcul habile, une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache n'a plus de prix, la vache est au Gobelin, multiplié par 20, par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette. Au dernier temps de la vache, en rôti sur l'étal, elle est là. Au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi, et l'État qui prend des mesures. Très très loin de cette vache déjà préhistorique. Le bruit court, la rumeur est certaine. La voix était belle, hein. La voix était belle. Mais alors on sent que vous avez quand même beaucoup écouté Parsifal de Wagner, quand même. Oui. Enfin, pas le rôle de Kundry, mais... J'ai beaucoup travaillé l'école allemande, malheureusement. C'est plus... cette chanson sur la musique de Brel est plus pour un baryton Verdi que pour un chanteur de langue allemande, voyez-vous. On sent ça. On sent ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion... Non, c'est sûr. On vous imagine mieux dans Puccini que dans Mahler, c'est sûr. Je crois. Oui. Donc vous êtes tout à fait mélomane, et la preuve, c'est que vous tournez mélo. Non, je ne tourne pas mélo. Vous avez tourné mélo? Non, je n'ai pas tourné mélo. Je vous ai parlé de mélo. Non, mais si, mais vous avez raison, parce que je viens pour Marine Karmitz, qui est le producteur de mélo également. Un homme très digne, d'ailleurs. C'est un homme très très digne, un homme charmant, très digne, qui vous fait très bien manger, très agréable, qui vous donne des sous, en plus de ça, très très agréable. Et en plus de ça, très cultivé, très bien. Alors, je parle de mélo parce que c'est la production qui va sortir et qui a suivi le tournage de l'inspecteur Lavardin. C'est bien ça. Et ben voilà. Alors, je suis heureux de parler de mélo, mais je voudrais pas faire quand même trop de pub parce qu'il y a une génération de mecs de 40 ans, Arditi, Dussolier, vous comprenez. Alors, on va pas se mettre à faire de la pub pour les gens qui vont vous pousser dehors. Deux vieux ivrognes, voilà, ils sont très bien, sont de bons comédiens, mais enfin, faut pas non plus qu'on leur enfle trop la tête. Hein. Certes, mais ce qui est encore plus vieux, c'est la pièce. C'est une pièce très ancienne. Oui, mais je crois justement qu'ils se sont bien régalés à faire cette pièce, et c'est là. Ça fait partie de ce que nous disions tout à l'heure. On va redécouvrir Bernstein comme on a redécouvert Guitry. Enfin, on n'a pas redécouvert Guitry, mais on lui a donné ses lettres de noblesse. Et on va donner. Maintenant, on relit Bernstein. Les acteurs, les gens de théâtre relisent Bernstein et veulent tous remonter Bernstein. Et Mélo, ça va être le début de l'éclosion. Alors Non, ce sont il y a quatre acteurs fantastiques. Je dis ça parce que j'aime bien de temps en temps, par micro interposé, taper sur la tête de ces deux vieux gugus de Dussolier et d'Arditi. Mais enfin, on sait ce qu'ils sont. Ils n'ont plus besoin d'être vantés. J'espère que ça me vaudra quand même, ce que je dis là, une invitation à dîner, peut-être une enveloppe, on ne sait jamais, de leur part. Donc qui dit Arditi, dans l'état actuel des choses, dit René. Parce qu'on n'a pas dit que c'était un film de René. Ah bon, ça me paraissait évident. C'est un film de René qu'il a tourné avec tout l'amour du théâtre, parce que je crois qu'il l'a tourné dans la conception du théâtre. Et c'est un film sur le théâtre? Ah bah l'intrigue se passe dans un milieu de musiciens. C'est pas un film sur le théâtre, mais je crois qu'il a conservé volontairement l'optique du théâtre. Non, mais je trouve ça très très drôle, parce que tout à l'heure vous disiez Chabrol n'a pas encore abordé le théâtre, le monde du théâtre, mais il va le faire. Oui. On va faire Capitaine Fracasse. Truffaut, quand il a fait appel à vous, c'était quand il a enfin abordé lui aussi le monde du théâtre. René, pareil. Or, les gens de la Nouvelle Vague, ils ont tous commencé cinéma. Ils ont tous commencé cinéphiles. Guitry parce qu'il avait fait des films. Pagnol à cause des films. Et c'est très drôle de voir que très graduellement, tous, les uns après les autres, ça a commencé par Rivette, après il y a eu Romer, et le dernier qui ne fera pas, c'est Godard, à mon avis, mais même ça le travaille. Parce que récemment, il m'a parlé de Molière. Je pense que d'ici 20 ans, il sera prêt pour Molière. Tous finissent par revenir, mais arriver au théâtre. Comme quoi, même des auteurs très, très particuliers, à la fois, à un moment, ont besoin de vous, parce que vous venez du théâtre, et ont besoin, eux,
de confronter leur métier de cinéaste, leurs interrogations sur le cinéma, avec cette chose qui est éternelle, qui est le théâtre. Peut-être parce qu'on en revient aux acteurs. Sans doute. Oui. C'est sûrement la vérité. C'est pas d'abord le jeu vient du théâtre. D'abord, il y a même inconsciemment pour tout homme de cinéma une vision de théâtre. Et ceux qui en ont le plus peur sont ceux qui s'en défendent le plus. Mon Dieu, quelle horreur. Moi, j'ai connu une époque où on disait ça a changé du tout au tout. On disait quelle horreur, ça fait théâtre. Oh là, du dialogue, pas trop de dialogue, ça fait théâtre. Quand on voit le dialogue du dernier métro, le dialogue abondant du dernier métro, on se rend compte qu'on a complètement viré de bord. Voilà, des répliques courtes, des images, pas de texte, des images, pas de texte. Et puis, on en revient au verbe. Et on en revient par la même occasion à la création de tout, puisque le verbe... le verbe. On peut attaquer une seconde heure, là. Le célèbre verbe. Si on part du verbe. On peut faire une autre émission sur le verbe. On peut faire une émission sur le verbe. Enfin, on fera même les verbes irréguliers, parce qu'il y en a pas mal. Mais... Enfin, ce que vous dites, c'est vrai, et en même temps, oui et non. Moi, j'ai vu le film de Benex il y a quelques jours. Bon, ça parle un peu plus dans le dernier Benex que dans celui d'avant, donc quand même, il sait parler, il sait faire parler les gens. Il peut y avoir des dialogues. Il y a deux choses dans le cinéma. Il y a le visuel. Le cinéma, c'est l'image, absolument. Et puis, il y a cette tradition, que moi j'aime mieux, parce que c'est celle de la nouvelle vague, finalement, qui est très française, qui est très bavarde et qui aime bien les mots et comment les gens font les mots, qui, tout d'un coup, réunit, par hasard, Chabrol et Resnais. Mais c'est très étrange la façon dont les gens parlent de la parole au cinéma. Par exemple, personne ne dit que les films américains sont très bavards. Alors, les films américains parlent tout le temps. Et les grandes comédies américaines, celles de Hawks ou de Lubitsch, ça n'arrêtait pas. Mais c'est pas théâtral. C'est-à-dire que c'est un langage très... passe-moi le sel, dis-moi quelle heure il est, on attaque, on lance la bombe ou pas. Bon. Dès qu'il y a le plaisir des mots dans le jeu de l'acteur, on dit « Ah, c'est du théâtre ». Et le plaisir des mots au cinéma, en France, ça a toujours été un motif de discorde. C'est pour ça que des gens disaient « Ah non, Guitry, Pagnol, ils aiment trop les mots. Ils veulent en plus jouer eux-mêmes, enfin, surtout Guitry. C'est honteux. Le cinéma, c'est forcément le montage, le visuel, les angles, la mise en scène, etc. » Et moi, je serais pas mécontent si, définitivement, on disait la façon dont les gens prennent plaisir avec les mots, c'est un formidable sujet de cinéma. Mais je pense d'ailleurs que c'est une prise de conscience de la maturité, que de partir de l'image, qui est le fait de la jeunesse, c'est normal. Avec peut-être la peur de l'acteur, il faut bien le dire. Il faut bien dire aussi que, pour en revenir au théâtre, toutes ces relectures s'appuyant sur des éléments un petit peu annexes partent souvent de la peur des acteurs, parce que, il y a de jeunes metteurs en scène qui arrivent là, qui sont bien maîtres, qui sont des fous de cinéma, qui sont maîtres de leur technique, qui savent ce que c'est qu'une image, qui savent faire une narration, mais à un moment, on se trouve devant de la matière humaine, qui est finalement moins ployable que la pellicule. Mais petit à petit, la confiance, c'est une démarche qu'on peut envisager comme vraie. La confiance, le sens de l'humain fait se rapprocher le réalisateur de plus en plus des comédiens. Et s'aperçoit que c'est le vrai truchement. Oui, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. C'est quelque chose de presque biologique. Un jeune cinéaste pense que le cinéma, c'est l'image. En plus, un jeune public veut être stimulé par des images. Et plus les auteurs évoluent, plus ils se réconcilient avec la langue. Oui. Quand on voit Romer, par exemple. Bon, il a commencé par des films très... Je pense même, et je vous jure que je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je pense qu'il y a des metteurs en scène et des plus grands. Et je pense à Tati, pourquoi ne pas citer le nom. J'ai toujours pensé que la présence de vraie nature comique dans ces films n'aurait pas nui. Mais Tati, c'est le cirque, c'est un peu différent. Oui, mais... C'est un monde où on aimerait parler, mais on ne peut pas parce qu'il faut crier comme les clowns. Oui, mais alors le cirque, je vous dirais qu'au cirque, il y avait Grock, il y avait Porto, et puis il y avait des clowns moins bons. Alors, disons qu'il aurait pu avoir de grands clowns. Ça, c'est l'émission après le verbe, c'est Tati. Voilà. Parce que quand même, c'est à la fois le plus grand et le plus paradoxal dans le cinéma français.
J'ai bien peur qu'il reste le temps d'une chanson. Non, d'un air, d'un petit tango, encore un. Oui. Jean. Oh bah oui. À nous. On finira comme ça. 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 À nous.